World War Z de Max Brooks. Lu par Nimue. Retournement de situation. Robben Island, province des États-Unis d'Amérique du Sud. Xolelva Azania me reçoit dans son bureau et me propose d'échanger nos places pour que je profite de la fraîcheur de la fenêtre. Il s'excuse du désordre et insiste pour ranger ses papiers avant que nous commencions l'entretien. Monsieur Azania a écrit environ la moitié du 3e volume de L'Amérique du Sud en guerre, La frappe arc-en-ciel. Ce tome traite justement de ce que nous nous apprêtons à évoquer ensemble, le retournement de situation. Le moment où son pays a remporté la première victoire contre les morts vivants. Dépassionné. Voici un qualificatif bien banal pour l'un des personnages les plus controversés de l'histoire. Certains le considèrent comme un sauveur, d'autres comme un monstre. Mais si vous aviez rencontré Paul Rediker en chair et en os, discuté avec lui du monde et de ses problèmes ou, plus important, des solutions aux fléaux qui minaient la planète, c'est probablement ce mot que vous auriez employé pour caractériser l'impression qu'il donnait. Dépassionné. Paul a toujours cru, bon, peut-être pas toujours, mais au moins, tout au long de sa vie d'adulte, que l'émotivité était le défaut principal de l'humanité. Il avait coutume de dire que le cœur pompait du sang pour l'acheminer vers le cerveau, et que le reste n'était qu'une perte de temps et d'énergie. Ce sont ces articles universitaires, qui traitaient tous de solutions alternatives aux dilemmes sociaux et historiques, qui ont attiré l'attention du gouvernement d'apartheid. À l'époque, bon nombre de psychobiographes ont essayé de l'étiqueter comme raciste. Mais pour reprendre ses propres mots, le racisme n'est qu'une conséquence regrettable de l'émotion. Certains ont d'ailleurs remarqué que, pour qu'un raciste haïsse une quelconque catégorie de gens, il fallait aussi qu'il en aime une autre. Rediker, lui, estimait que l'amour et la haine n'avaient tout simplement rien à voir avec la question. Pour lui, ces sentiments étaient inhérents à la condition humaine, et pour reprendre encore ses propres termes, imaginez ce que pouvait accomplir l'espèce humaine si elle consentait un instant à mettre de côté son humanité. Le mal, d'accord, beaucoup le définissent de cette façon. Mais pour d'autres, et plus particulièrement pour qui naviguait dans les cercles du pouvoir de Pretoria, il s'agissait plutôt d'une preuve inestimable de liberté intellectuelle. Nous étions au tout début des années 80, une période critique pour l'apartheid. Le pays dormait sur un lit de clous. Il y avait l'ANS, l'Inkatha Freedom Party et même des extrémistes. Des membres de la droite africaine qui rêvaient d'une révolte ouverte pour régler définitivement la question raciale. L'Afrique du Sud était cernée de nations hostiles. L'Angola faisait face à une guerre civile, appuyée par Moscou, dans le plus grand style cubain. Ajoutez à cela un isolement croissant vis-à-vis des démocraties occidentales, avec un embargo sur les armes plus que problématique, et on ne peut guère s'étonner que la question de la survie ne soit jamais très éloignée des têtes pensantes à Pretoria. C'est pour ça qu'ils ont sollicité l'aide de M. Rediker pour revoir le plan Orange, gouvernemental top secret. Orange existait depuis le premier gouvernement d'apartheid en 1948. C'était le scénario catastrophe pour la minorité blanche, qui envisageait la rébellion générale des populations indigènes. Avec les années, on l'avait amélioré pour mieux intégrer le changement géopolitique dans la région. Décennie après décennie, la situation devenait de plus en plus sinistre. Après l'indépendance successive des pays limitrophes et l'augmentation du nombre de gens réclamant plus de liberté un peu partout dans le pays, Pretoria a fini par comprendre qu'une confrontation directe et totale n'entraînerait pas seulement la fin du gouvernement africané, mais celle des Africanais tout court. Et c'est là que Rediker entre en jeu. Son plan Orange revu et corrigé
achevé en 1984, clin d'œil de l'histoire, est devenu le plan de survie ultime pour l'ensemble du peuple africain. Aucune variable n'a été ignorée. Population, terrain, ressources, logistique. Redekert ne s'est pas contenté de réviser le plan en y incluant les récentes armes chimiques cubaines et la toute nouvelle bombe atomique sud-africaine. Il a aussi quantifié le nombre d'Africanais qui seraient sauvés et ce qu'il faudrait sacrifier. C'est ça qui a rendu Orange 84 si célèbre. Sacrifier? Redekert pensait qu'il coûterait trop cher de protéger tout le monde. Au final, cela condamnerait toute la population. Il comparait la situation aux survivants d'un naufrage qui font chavirer leurs radeaux parce qu'ils sont trop nombreux. Redekert avait même calculé le nombre de ceux qu'il fallait rembarquer. Il a tenu compte des revenus, du QI, de la fertilité et de toute une liste de qualités souhaitables, y compris la position géographique du sujet dans une éventuelle zone de crise. La première victime du conflit doit être notre sentimentalisme. Voilà comment se termine son rapport. Le contraire provoquerait notre perte. Orange 84 était un plan idéal, clair, logique, efficace. Il a fait de Paul Redekert l'un des hommes les plus haïs d'Afrique du Sud. Ses premiers détracteurs se trouvaient dans les rangs des Africanais les plus radicaux et les plus fondamentalistes, les idéologues racistes et les ultra-religieux. Plus tard, après la chute de l'apartheid, son nom a commencé à circuler. On l'a évidemment invité au débat, vérité et réconciliation, et il a évidemment refusé. Je ne vais pas prétendre que j'ai un cœur pour sauver ma peau, a-t-il déclaré politiquement, avant d'ajouter « De toute façon, quoi que je fasse, ils s'occuperont de moi tôt ou tard. » Et ils l'ont fait, même si ça n'avait probablement pas grand-chose à voir avec ce que Redekert avait imaginé. C'était notre propre grande panique à nous. Elle avait commencé quelques semaines avant la vôtre. Redekert s'était retranché dans un bungalow acheté avec ses économies de consultant, dans le Drakensberg. Il aimait les affaires, vous savez. Un objectif, 0 état d'âme, avait-il coutume de dire. Il n'avait guère été surpris quand la porte a sauté de ses gonds et que des agents de la National Intelligence Agency ont envahi son living. Ils ont vérifié son nom, son identité, ses activités passées. Ils lui ont demandé s'il était l'auteur d'Orange 84. Naturellement, il aurait répondu, sans trahir la moindre émotion. Cette soudaine intrusion vengeresse de dernière minute, il s'y attendait, et il l'acceptait. La fin du monde était proche, de toute façon. Alors pourquoi ne pas descendre quelques monstres pro-apartheid avant, juste pour le plaisir? Ce qu'il n'avait pas prévu, par contre, c'était qu'ils baissent leurs armes et qu'ils enlèvent leurs masques à gaz. Ils étaient de toutes les couleurs, des noirs, des asiatiques, et même un grand africain blanc, qui s'est avancé vers lui sans lui donner son nom ou son grade. Il lui a lancé abruptement « Vous aviez prévu un truc comme ça, pas vrai ?» En fait, Redekert travaillait déjà de son côté sur la question des épidémies de zombies. Qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre dans sa planque isolée? Un simple exercice intellectuel. Il ne croyait même pas qu'il resterait des survivants pour lire son rapport. Le plan n'avait même pas de nom d'ailleurs. Par la suite, Redekert a expliqué pourquoi. Les noms servent à désigner quelque chose, rien d'autre. Jusque-là, il n'existait aucun autre plan de ce genre. Une fois de plus, Redekert avait tenu compte de tous les paramètres possibles et imaginables. Non seulement la situation militaire du pays, mais également la psychologie, le comportement et la doctrine de combat des morts vivants. Vous trouverez les détails du plan Redekert dans toutes les bonnes bibliothèques. Mais voici quelques-uns des points fondamentaux. Tout d'abord, impossible de sauver tout le monde. L'épidémie était bien trop importante pour ça. Les forces armées avaient déjà subi de lourdes pertes en essayant d'isoler la menace et les unités étaient trop disséminées pour agir efficacement. Il fallait consolider nos forces,
nous retirer dans une zone sécurisée, spéciale, si possible entourée d'obstacles naturels, des montagnes, des rivières, voire une île au large. Une fois concentrés dans cette zone, les forces armées éradiqueraient d'abord toute menace dans le périmètre immédiat, puis utiliseraient les ressources disponibles pour empêcher la reprise de l'épidémie. C'était la première partie du plan. Elle correspondait à peu près à une retraite militaire conventionnelle. La seconde partie traitait de l'évacuation des civils, et personne d'autre que Redéker n'aurait pu la concevoir. Pour lui, seule une petite partie de la population pouvait être évacuée vers la zone sécurisée. Il fallait sauver ces gens, non seulement pour maintenir une main-d'œuvre suffisante pour restaurer l'économie de guerre, mais également pour préserver la légitimité et la stabilité du gouvernement, pour leur montrer que les leaders ne les laissaient pas tomber. Cette évacuation partielle avait une autre raison, une raison si affreusement logique et si insidieusement morbide que beaucoup pensent qu'elle vaudrait mieux à Redéker un statut en enfer. Ceux qui resteraient derrière devraient garder des zones isolées bien précises. Ils serviraient d'appât humain et empêcheraient ainsi les zombies de suivre les soldats jusqu'à la zone sécurisée. Redéker avait même précisé que ces réfugiés isolés, pas encore infectés, devaient être maintenus en vie, bien défendus et, si possible, régulièrement ravitaillés pour ancrer fermement les zombies dans les environs. Vous mesurez l'étendue de son génie, de sa folie. Garder des gens prisonniers pour que tous les zombies qui assiégeront les réfugiés ne s'attaquent pas à nous. C'est le moment qu'a choisi l'agent africané pour regarder Redéker dans les yeux, se signer et lâcher. Que Dieu te vienne en aide, mon gars. Qu'ils nous viennent tous en aide, a conclu un autre. C'était le noir, sans doute, le responsable de toute l'opération. Et maintenant, on le sort de là. Quelques minutes plus tard, il se trouvait au bord d'un hélicoptère en route pour Kimberley, la base souterraine dans laquelle Redéker avait écrit Orange 84. On l'a invité à rejoindre une réunion qui rassemblait les survivants du cabinet présidentiel. Réunion au cours de laquelle son rapport a été lu à haute voix devant tout le monde. Vous auriez dû entendre leurs hurlements, surtout ceux du ministre de la Défense, un Zoulou, un homme féroce qui aurait largement préféré combattre à main nue plutôt que de se terrer dans un bunker. Le vice-président se préoccupait davantage des relations publiques. Il ne voulait même pas penser à ce que vaudrait son poste si la population venait un jour à connaître l'existence de ce plan. Quant au président lui-même, il a considéré le plan Redéker comme une insulte personnelle. Il a attaqué son ministre de l'Intérieur par le col et lui a demandé au nom de quoi il avait eu l'idée à la con de lui présenter ce criminel de guerre, raciste et complètement malade. Le ministre a répliqué qu'il ne comprenait pas la colère du président, d'autant que l'ordre de retrouver Redéker émanait directement de lui. Le président a levé les bras au ciel et a hurlé qu'il n'avait jamais donné un ordre pareil. Puis, dans la pièce, une petite voix a déclaré « C'est moi ». Assis dans le fond pendant les débats, il venait de se lever. Courbé par l'âge et appuyé sur ses cannes, l'esprit aussi fort et alerte que jamais. Le vieil homme d'État, le père de notre nouvelle démocratie, celui qu'on appelait Roli Laala, ce qu'on peut traduire par le fouteur de merde. Lui, debout. Tous les autres se sont assis, tous sauf Paul Redéker. Le vieil homme l'a regardé droit dans les yeux. Puis il a eu cette expression souriante, célèbre dans le monde entier, avant de déclarer « Molo, mlobo, wam ». Bienvenue, homme de mon pays. Il s'est dirigé lentement vers Paul. Il s'est retourné vers ce qui restait du gouvernement sud-africain. Il a ôté les feuilles de la main de l'Africané et a déclaré d'une voix soudain jeune et ferme « Ce plan va sauver notre peuple ». Puis désignant Paul, il a ajouté « Cet homme va sauver notre peuple ». Vint ensuite le moment où
et les historiens continueront sans doute à en débattre bien après notre disparition. Le vieil homme a embrassé l'Africaner blanc. Tout le monde y voyait sa simple signature d'ours mal embouché. Mais Paul Rediker, lui. Je sais bien que la majorité des biographes le dépeignent comme un homme sans état d'âme. C'est un trait communément admis. Paul Rediker, ni sentiment, ni compassion, ni cœur. Rien. Et pourtant, l'un de nos auteurs les plus respectés, l'ami personnel et le biographe de Biko, a décrit Rediker comme un homme d'une profonde sensibilité. Trop sensible même pour l'Afrique du Sud des apartheids. À ses yeux, le long djihad personnel de Rediker contre toute émotion n'était qu'une façon de se protéger de la haine et de la violence qu'il subissait quotidiennement. On sait peu de choses sur l'enfance de Rediker. On ignore tout de ses parents. On ne sait pas s'il était orphelin, s'il a eu des amis ou même si quelqu'un l'avait jamais aimé. Ceux qui ont travaillé avec lui ne l'ont jamais vu avoir de relations sociales avec qui que ce soit, sans parler des gestes affectueux. L'accolade du père de la nation, cette sincère émotion pénétrant cette coque blindée. Vous trouvez ça trop sentimental? Peut-être. Mais autant qu'on le sache, c'est un monstre sans cœur, et le geste de ce vieil homme n'a pas eu le moindre effet. Mais c'est la dernière fois qu'on a entendu parler de Paul Rediker, croyez-moi. Même aujourd'hui, on ignore ce qu'il est devenu. C'est là que j'interviens, en plein chaos, pendant les semaines dramatiques qui ont vu l'application du plan Rediker au niveau national. Il a fallu les convaincre, vous vous en doutez, mais quand je leur ai dit que j'avais travaillé de nombreuses années avec Paul Rediker et que je connaissais sa façon de raisonner mieux que quiconque en Afrique du Sud, comment aurait-il pu refuser? J'ai planché sur la retraite et ses conséquences. J'ai continué à travailler pendant les premiers mois de consolidation, jusqu'à la fin de la guerre en fait. Au moins, ont-ils apprécié mes services? Sinon, pourquoi m'auraient-ils logé aussi somptueusement? Il sourit. Paul Rediker. Un ange et un démon. Certains le haïssent, d'autres le vénèrent. Moi, je me contente de le plaindre. S'il est encore en vie, où que ce soit, j'espère sincèrement qu'il a trouvé la paix. Après une dernière accolade avec mon hôte, on me conduit jusqu'au ferry pour le continent. Les consignes de sécurité restent drastiques, jusqu'à ce que j'ai signé mon bon de sortie. Le grand garde africané me photographie à nouveau. « On n'est jamais trop prudent, mon vieux », dit-il en me tendant un crayon. Pas mal de types aimeraient bien le voir pourrir en enfer. Je signe dans la case à côté de mon nom, juste sous le logo de l'hôpital psychiatrique de Robert Island. Nom du patient visité, Paul Rediker. Armagh, Irlande. Bien caté, Philippe Adler a suivi consciencieusement les colonnes de touristes en visite au refuge du pape pendant la guerre. Ma femme est bavaroise, explique-t-il au bar de l'hôtel où nous résidons tous les deux. Elle tenait absolument à faire le pèlerinage à la cathédrale Saint-Patrick. C'est la première fois qu'il quitte l'Allemagne depuis la fin du conflit. Notre rencontre est purement accidentelle. Il n'émet aucune objection que je sorte mon dictaphone. Hambourg était sérieusement contaminé. Ils étaient partout, dans les rues, dans les immeubles, jusque dans le Nuertunnel. On avait essayé de les barricader avec des véhicules civils abandonnés, mais ils s'infiltraient dans la moindre anfractuosité, comme des grands vers sanguinolents. Les réfugiés étaient partout, eux aussi. Certains venaient de loin, parfois même de Saxe, et tous croyaient qu'ils pouvaient fuir par la mer. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu le moindre bateau. Quant au port, quel bordel!
On avait plus de 3000 civils coincés à l'usine d'aluminium Reynolds et au moins le triple au terminal Rocaille. Sans nourriture, sans eau courante, sans rien. Tous à attendre de l'aide, alors que les zombies grouillaient dehors, sans parler des malades déjà infectés à l'intérieur. Le port était jonché de cadavres. Le genre a toujours bougé. On les flanquait à la baille, avec les canons à eau anti-émeute. Comme ça, on économisait des munitions et on maintenait les rues à peu près propres. Une super idée, du moins jusqu'à ce que la pression baisse tout à coup et que les citernes se vident totalement. On avait perdu notre officier 2 jours plus tôt. Une histoire de fou. L'un de nos hommes avait descendu un zombie qui lui sautait dessus. La balle avait littéralement traversé la tête de la créature, emportant avec elle des débris cervicaux, avant de toucher l'épaule du colonel. Dingue, non? Il a confié le commandement du secteur avant d'y passer. En tant qu'officier, c'est moi qui ai dû l'abattre. J'ai donné l'ordre d'installer le poste de commandement au Renaissance Hotel. Un endroit relativement bien placé, avec pas mal d'angles de tir et suffisamment d'espace pour abriter quelques centaines de réfugiés, en plus de notre unité. Mais mes soldats, du moins, ceux qui ne surveillaient pas nos positions, tentaient d'appliquer la même stratégie dans les autres bâtiments. Avec les routes encombrées et les trains bloqués dans les gares, l'idée de garder à l'abri autant de civils que possible me semblait plutôt bonne. Les secours n'allaient pas tarder à arriver, c'était juste une question de temps. J'étais sur le point d'envoyer une section à la recherche de tout ce qui pouvait nous servir d'armes. On manquait de munitions quand on nous a donné l'ordre de nous retirer. Rien d'inhabituel d'ailleurs. Notre unité reculait régulièrement depuis le début de la grande panique. Non, le truc vraiment bizarre, cette fois, c'était le point de ralliement. L'état-major nous indiquait des coordonnées géodésiques sécurisées, et ce pour la première fois depuis le début du conflit. Jusque-là, il se contentait de dénominations habituelles sur des fréquences radio accessibles à n'importe qui, justement pour que les réfugiés sachent où aller. Et voilà qu'on nous balançait un message dont le code n'avait jamais servi depuis la fin de la guerre froide. Il a fallu que je vérifie les coordonnées 3 fois avant de confirmer la réception de l'ordre. Il nous envoyait à Schafstead, un peu plus au nord. Une idée à la con, ça aurait aussi bien pu être au Danemark. Nos ordres précisaient aussi de ne pas évacuer nos civils. Pire, on nous demandait de ne pas les avertir de notre départ. Tout ça n'avait aucun sens. Aller jusqu'au Schleswig-Holstein et abandonner les réfugiés derrière nous, tout laisser en plan. Non, c'était forcément une erreur. J'ai demandé confirmation. Je l'ai reçue. J'ai redemandé. Il avait dû se tromper de carte ou s'embrouiller dans les codes sans s'en rendre compte. Ça ne serait pas la première ni la dernière fois. Tout à coup, je me suis retrouvée avec le général Lang au bout du fil, le commandant de tout le front nord. Sa voix tremblait. On l'entendait clairement, malgré les tirs sporadiques. Il m'a confirmé qu'il ne s'agissait pas d'une erreur et que je devais rassembler le reste de la garnison de Hambourg et de partir immédiatement vers le nord. Non, me suis-je dit. Ce n'est pas possible. Marrant, hein? Le reste, je pouvais l'accepter. Le fait que les cadavres se réaniment pour dévaster le monde, pas de problème. Mais ça, obéir à un ordre qui entraînerait immédiatement la mort de milliers de gens. Bon, d'accord, je suis un bon soldat, comme on dit, mais je suis aussi un bon ouest allemand. Vous saisissez la différence? À l'Est, on n'a pas cessé de leur marteler qu'ils n'étaient pas responsables de l'atrocité de la Seconde Guerre mondiale, et qu'en bons communistes, eux aussi avaient subi le joug de Hitler, au moins autant que les autres. Vous comprenez pourquoi il y avait autant de skinheads et de proto-fascistes à l'Est. Eux, ils ne se sentaient pas responsables du passé, alors que nous, à l'Ouest, dès l'enfance on nous a collé le fardeau de la honte sur le dos.
la grande faute de nos grands-parents, tout ça. On nous apprenait que si, un jour, nous devrions porter l'uniforme, notre premier devoir serait d'obéir à notre conscience, quelles qu'en soient les conséquences. C'est comme ça qu'on m'a éduqué, et c'est comme ça que j'ai répondu. J'ai dit à Lang, qu'en mon âme et conscience, il m'était impossible d'obéir à cet ordre, que je ne pouvais tout simplement pas abandonner tous ces gens. Là, il a explosé. Il m'a ordonné d'obéir aux ordres, sinon moi et, plus grave, mes hommes, passerions en cour martiale pour haute trahison, avec un zèle tout soviétique. Voilà où nous en sommes, ai-je pensé. On connaissait déjà la situation en Russie. Les mutineries, les émeutes, les décimations. J'ai regardé le soldat autour de moi. Des gamins de 18 ans, 19 ans, des mômes fatigués, effrayés, qui luttaient pour leur vie. Je ne pourrais pas leur faire ça. J'ai donné l'ordre de battre en retraite. Comment ont-ils réagi? Ils n'ont pas fait de commentaires. Pas à moi, en tout cas. Il y a bien eu quelques altercations entre eux. J'ai fait celui qui ne voyait rien. Ils ont obéi aux ordres. Et les civils? Silence. On a eu ce qu'on méritait. « Où allez-vous » ont-ils crié depuis les bâtiments avoisinants. « Revenez, lâches !» J'ai essayé de répondre. « Non, on va revenir vous chercher. On revient demain avec des renforts. Restez où vous êtes, ne bougez pas. On revient demain. » Ils ne m'ont pas cru, évidemment. « Salaud! Menteur !» j'ai entendu une femme hurler. « Vous allez laisser crever mon bébé ?» La plupart d'entre eux n'ont pas essayé de nous suivre, trop effrayés par les zombies dans les rues. Quelques types plus courageux se sont accrochés à nos transports de troupes blindées et ont tenté d'y pénétrer. On les a fait dégager. Ensuite, il a fallu fermer toutes les écoutilles. Quand les gens coincés dans les immeubles ont commencé à nous balancer toutes sortes de trucs dessus, des lampes, des meubles. Un de mes hommes a reçu un seau de pisse sur la tête. J'ai même entendu une balle ricocher contre le blindage de mon Marder. En nous dirigeant vers le nord, on a croisé ce qui restait de nos unités de déploiement rapide. Ils avaient salement morflé la semaine précédente. Ils n'étaient pas encore au courant, mais ils faisaient partie des sections considérées comme sacrifiables. Ils avaient ordre de couvrir notre retraite, d'empêcher les zombies et les réfugiés de nous suivre, de tenir jusqu'au bout, quoi. Leur commandant se tenait sur la tourelle de son léopard. Je le connaissais. On avait servi ensemble en Bosnie, dans l'IFOR de l'OTAN. Ça fait trop mélodramatique de dire un truc pareil, je sais. Mais un soir, il avait encaissé une balle qui m'était destinée, et ça m'avait sauvé la mise. La dernière fois que je l'avais vu, il était à l'hôpital de Sarajevo, et il plaisantait en parlant de cet asile de fous nommé Bosnie, un asile qu'il n'allait pas tarder à quitter. Et maintenant, on était là, sur les autobanners ravagés de notre pays. On s'est regardé droit dans les yeux, on s'est salué. Je suis revenu dans l'APC, véhicule de transport blindé. Faire semblant d'étudier la carte pour que le chauffeur ne remarque pas mes larmes. Quand on arrivera, ai-je pensé, je vais buter ce fils de pute. Le général Lang? J'avais tout planifié. Je comptais dissimuler ma colère pour ne pas l'alarmer. Je lui ferai mon rapport et lui présenterai mes excuses pour mon comportement. Il s'embarquerait alors dans une conversation peu forcée, histoire de m'expliquer ou de justifier la retraite générale. Parfait. J'allais l'écouter patiemment, le mettre à l'aise. Et puis, au moment de nous serrer la main, je sortirai mon arme et je lui ferai sauter sa putain de cervelle d'Allemand de l'Est, histoire d'éclabousser la carte de l'Allemagne avec. Son état-major assisterait sans doute à la scène.
tous ces premiers de la classe qui suivaient les ordres. Je les aurais descendus aussi avant qu'ils réalisent ce qui se passait. Tout serait parfait. Je n'irai pas en enfer comme un nasillon. Je lui montrerai, à lui, à tous, comment un véritable soldat allemand doit se comporter. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Non. Pourtant, j'ai réussi à pénétrer dans le bureau de Lang. Nous étions la dernière unité à rentrer. Il nous avait attendus. Dès qu'on lui a signalé notre arrivée, il s'est assis sur son bureau. Il a signé quelques ordres, écrit une lettre à sa famille, puis il s'est tiré une balle dans la tête. Salaud! Je le hais encore plus maintenant, plus que pendant le trajet depuis Hambourg. Pourquoi ça? Parce que, aujourd'hui, je comprends pourquoi nous avions agi ainsi. Le plan Prochnow, la version allemande du plan Radecker. Et ça ne vous le rend pas plus sympathique? Vous plaisantez. C'était justement pour ça que je le déteste. Il savait parfaitement que ce n'était pas la première étape d'une guerre qui durerait des années, et qu'on allait avoir besoin de types comme lui pour nous aider à la gagner. Sale trouillard. Vous vous souvenez de ce que je disais tout à l'heure? Ce sentiment d'être lié à notre conscience. On ne peut blâmer personne, ni le plan de l'architecte, ni nos officiers. Personne. Personne d'autre que nous. On doit faire des choix et vivre ensuite chaque jour en mesurant l'étendue des conséquences de ces choix. Il le savait. C'est pour ça qu'il nous a abandonnés, comme il a abandonné tous ces gens. Il savait quelle route nous allions emprunter. Une route sinueuse, dangereuse et abrupte. Une route de montagne. On allait tous la grimper, cette route. Et on allait tous devoir y pousser notre rocher. Lui, il n'a pas pu. Le fardeau était trop lourd. Sanatorium des vétérans, Yevchenko, Odessa, Ukraine. La pièce est dépourvue de fenêtres. Des ampoules fluorescentes faiblardes éclairent les murs de béton nus et les matelas souillés. Ici, les patients souffrent généralement de désordres respiratoires, maladie sans doute aggravée par le manque de médicaments appropriés. Il n'y a pas de docteur, seulement un staff d'infirmières en sous-effectif, livrées à elles-mêmes, qui font ce qu'elles peuvent pour réconforter les malades. Mais la pièce est vaste et bien chauffée, et dans ce pays, en plein cœur de l'hiver, c'est déjà un luxe inouï. Bohdan Tara Kondratiuk se tient ainsi droit sur son matelas au fond de la pièce. En tant que héros de guerre, il a hérité d'un rideau qui lui procure un peu d'intimité. Il tousse dans son mouchoir avant de parler. Le chaos. Je ne vois pas comment le décrire autrement. L'effondrement total de l'organisation, de l'ordre, de la loi. On venait tout juste de finir après plusieurs combats acharnés. Lutsk, Rivne, Novograd et Jitomir. Saloperie de Jitomir. Mes hommes étaient épuisés, vous comprenez. Tout ce qu'ils avaient traversé, tout ce qu'on avait vu, tout ce qu'il restait à faire. Toujours serrer les rangs, se repositionner, courir. Chaque jour, on apprenait qu'une autre ville était tombée, qu'une autre route avait été coupée, une autre unité bouffée, qui avait été censée se trouver à l'abri, loin de derrière le front. Cette ville devait devenir le cœur de notre nouvelle zone pacifiée, bien armée, bien équipée, bien ravitaillée, calme. Et quand on y arrive, devinez quoi? Est-ce qu'on me donne l'ordre de me reposer et de souffler un peu, réparer mes véhicules, reconstituer mon unité, soigner mes blessés? Non, bien sûr que non. Pourquoi tout devrait marcher comme sur des roulettes, hein? Ce n'est jamais le cas de toute façon, pas vrai? La zone sécurisée a de nouveau été déplacée, en Crimée cette fois. Quant au gouvernement,
Il était déjà parti. Enfin, il avait fui à Sébastopol. La paix civile n'était plus qu'un souvenir. On évacuait intégralement Kiev. Un boulot de militaire ou de ce qu'il en restait. Notre compagnie a reçu l'ordre de surveiller le pont de Patona. C'était le dernier pont soudé de l'histoire. De nombreux étrangers le comparaient à la tour Eiffel. La ville avait prévu un vaste plan de restauration, une ville de gloire perdue. Mais comme toujours dans notre pays, le rêve ne s'est jamais réalisé. Même avant la guerre, le pont étouffait littéralement sous les embouteillages. Et à présent, il grouillait de réfugiés. En principe, on l'avait interdit au trafic routier. Mais où étaient les barrières métalliques qu'on nous avait promises, hein? Le béton, l'acier qui nous aurait permis d'empêcher toute tentative de passage forcé. Il y avait des voitures partout. Des petites Lexus, des vieilles Ziggs, quelques Mercedes et un énorme camion gazier, renversé en plein milieu, comme ça. On a essayé de le déplacer. On a fixé des chaînes autour de l'axe des roues. On s'est même servi d'un tank pour le faire basculer. En vain. Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? Nous, on était une division blindée, vous comprenez? Des tankistes, pas une unité de police militaire. Les MP, d'ailleurs, on ne les a jamais vus. On nous avait assuré qu'ils seraient là, mais on n'en a jamais aperçu un seul. Idem pour toutes les autres unités stationnées à chaque pont. Unité. Rien que le nom m'amuse. C'est surtout un tas de types en uniforme. Des employés de bureau, des cuistots. Quiconque avait un vaste rapport avec l'armée se retrouvait tout à coup chargé de contrôler le trafic. Aucune formation, aucune préparation, aucun équipement. Où étaient les équipements anti-émeutes qu'on nous avait promis? Les boucliers, les uniformes renforcés, les canons à eau. Nos ordres stipulaient que nous devions nous occuper des réfugiés. Vous saisissez le vrai sens de « nous occuper ». Nous assurer que personne n'était contaminé. Mais où ils étaient, ces foutus chiens, alors? Comment on fait son chien pour vérifier si un type est infecté? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Inspecter les réfugiés visuellement, un par un? Mais oui, exactement. C'est ce qu'on nous a demandé de faire. Il secoue la tête. Il croyait vraiment que ces gens terrifiés, tous ces pauvres diables à moitié fous de peur, allaient gentiment former une ligne bien droite et nous laisser leur examiner chaque centimètre carré du corps, les uns après les autres, alors que le salut, un salut bien trompeur, se trouvait à quelques mètres d'eux. Ils espéraient vraiment qu'aucun homme ne s'irait quand on se mettrait à examiner leurs filles et leurs femmes. Non mais, vous vous rendez compte? Et le pire, c'est qu'on a essayé. Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre de toute façon? Il fallait bien qu'on les identifie, si on voulait que les autres survivent. À quoi bon évacuer des gens s'ils emportent la maladie avec eux? Il secoue la tête et ricane amèrement. Une vraie catastrophe. Certains ont tout simplement refusé. D'autres ont essayé de courir, et même de sauter dans la rivière. Des bagarres ont éclaté un peu partout. Plusieurs de mes hommes ont été salement tabassés. 3 ont été poignardés. Il y en a même un qui s'est fait descendre par un grand-père terrorisé, armé d'un vieux Tokarev poussiéreux. Il est mort avant même de tomber à l'eau. Mais moi, je n'étais pas là, vous comprenez? J'étais pendu à la radio et je réclamais des renforts. « Ils arrivent », me répondait-on. « Tenez bon, ne désespérez pas, les renforts arrivent. » Au-delà du Dniepr, Kiev brûlait. Des colonnes de fumée noire s'élevaient du centre-ville. Nous étions sous le vent. La puanteur était insupportable. Le bois, le plastique et la chair brûlée. On ne savait même pas à quelle distance ils étaient désormais. 1 kilomètre, peut-être moins. Tout en haut de la colline, le feu dévastait déjà le monastère. Une vraie tragédie, merde. Avec ses hauts murs et sa position stratégique, on aurait pu s'y réfugier. Même un bleu aurait réussi à en faire une forteresse imprenable. Ravitailler le sous-sol, sceller les portes,
poster des snipers sur les tours. Merde, on aurait pu tenir une éternité. J'ai cru entendre un truc en provenance de la rive d'en face. Ce bruit, vous savez, quand ils sont tous ensemble, quand ils sont si près, ce bruit. Malgré les cris, les jurons, les klaxons, les tirs sporadiques, il n'est même pas besoin de vous faire un dessin. Il essaie d'imiter le gémissement d'un zombie, mais une toux incontrôlée l'en empêche. Il tient un mouchoir devant sa bouche et l'en retire taché de sang. C'est ce bruit qui m'a fait lâcher la radio. J'ai regardé vers la ville. Quelque chose a attiré mon attention, quelque chose qui volait au-dessus des toits et qui se rapprochait à toute vitesse. Les jets nous ont survolés à hauteur d'arbre. Il y en avait 4. Des Sukhoi 25, on les surnommait les corbeaux, suffisamment bas pour qu'on les identifie à l'œil nu. Nom de Dieu, j'ai pensé. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre ici? Couvrir l'approche du pont? Bombarder la zone juste derrière? Ça avait marché à Rivne. Au moins quelques minutes. Les corbeaux ont fait demi-tour, comme pour ajuster leur cible. Puis, ils ont plongé et se sont dirigés droit vers nous. Putain de merde, je me suis dit. Ils vont faire sauter le pont. Ils avaient abandonné l'idée d'évacuer et ils s'apprêtaient à tuer tout le monde. Dégagez du pont! J'ai hurlé. Tout le monde dégage! La panique s'est emparée de la foule. Elle se propageait comme une onde, un vrai courant électrique. Les gens ont commencé à crier, à se pousser les uns les autres dans toutes les directions. Ils se sont jetés dans le fleuve par dizaines, certains avec leurs chaussures et des vêtements trop lourds, beaucoup trop lourds pour nager. Je me suis frayé un passage en hurlant aux gens de fuir. J'ai vu les bombes tomber. Je pensais avoir le temps de plonger au dernier moment pour me protéger de l'explosion. Les parachutes se sont déployés, et là, j'ai compris. Je me suis relevé en moins d'une seconde, et je me suis mise à courir comme un lapin. « Aux abris !» j'ai gueulé. « Aux abris !» J'ai sauté dans le premier tank. J'ai refermé la trappe et ordonné aux soldats de sceller les ouvertures. C'était un vieux char T-72. Impossible de savoir si le système de surpression fonctionnait encore. Ça devait faire des années qu'on n'avait pas vérifié. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était espérer et prier très fort à l'intérieur de ces cercueils d'acier. Le canonnier sanglotait. Le pilote ne bougeait plus d'un pouce. Le commandant, un jeune sergent d'à peine 20 ans, était recroquevillé au sol et serrait la petite croix qu'il avait autour du cou. J'ai posé mes mains sur sa tête et je lui ai promis qu'on irait bien, sans quitter des yeux le périscope. Le RVX ne se déploie pas comme du gaz, vous savez. Ça commence comme une pluie, des petites gouttes huileuses qui s'accrochent à tout ce qu'elle touche. Ça pénètre dans les pores de la peau, dans les poumons, dans les yeux. À un dosage suffisant, les effets sont instantanés. On voyait les membres des réfugiés commencer à trembler, leurs bras pendre le long du corps à mesure que l'agent se frayait un chemin à travers le système nerveux. Ils se frottaient les yeux, ils luttaient pour parler, bouger, respirer. J'étais content de ne pas respirer l'odeur de leurs sous-vêtements, les intestins et les vessies qui devaient se vider tout à coup. Tout ça. Pourquoi avait-il décidé de faire une chose pareille? Je n'arrivais pas à comprendre. Comment l'état-major pouvait-il ignorer que les armes biologiques n'avaient aucun effet sur les morts-vivants? Jitomir ne leur avait rien appris. Le premier corps à remuer fut celui d'une femme, à peine quelques secondes avant les autres. La main tordue a grippé au dos d'un homme qui semblait avoir voulu la protéger. Elle l'a fait basculer en se relevant sur ses genoux, encore mal assurée. Son visage était sillonné de veines noirâtres. Je crois qu'elle m'a vu. Ou bien notre tank. Sa mâchoire s'est ouverte. Elle a tendu les bras. On commençait à voir les autres se lever, environ 1 sur 50. Tous ceux qui avaient déjà été mordus et qui avaient espéré le cacher. Et puis, j'ai compris. Bien sûr qu'ils avaient tiré les leçons de Jitomir. À présent, ils avaient une excuse pour se servir de leur vieux stock de la guerre froide. Comment identifier efficacement les infectés?
Comment empêcher les réfugiés de répandre la maladie au-delà des lignes? C'est une méthode comme une autre. Il commençait à se réanimer complètement maintenant. Il marchait à nouveau et traversait lentement le pont dans notre direction. J'ai appelé le canonnier. Il pouvait à peine me répondre. Je l'ai frappé dans le dos et je lui ai aboyé de se préparer à tirer. Ça lui a pris quelques secondes, mais il a ajusté son viseur sur la première femme et il a pressé la détente. J'ai bouché mes oreilles au moment où le canon s'est mis à cracher. Tous les autres chars nous ont imités. 20 minutes plus tard, c'était terminé. Je sais que j'aurais dû attendre les ordres, ou bien faire un rapport sur les résultats de la frappe aérienne. On apercevait au moins 6 autres corbeaux dans le ciel. 5 se dirigeaient vers le prochain pont, le dernier vers le centre-ville. J'ai ordonné à notre compagnie de quitter les lieux, de se diriger vers le sud-ouest, jusqu'à nouvel ordre. Il y avait plein de cadavres autour de nous, les corps de tous ceux qui avaient réussi à atteindre l'autre rive avant que le gaz ne les tue. Ils ont éclaté sous nos chenilles. Vous n'êtes jamais allé au musée de la Grande Guerre? C'était l'un des immeubles les plus impressionnants de Kiev. La cour était remplie de vieilleries, des tanks, des armes, de tout genre et de toute taille, de la Révolution à nos jours. 2 chars se faisaient face à l'entrée du musée. On les avait décorés avec des fleurs chatoyantes, et les gamins avaient même le droit d'y grimper pour jouer. Il y avait aussi une croix de fer, énorme, d'au moins 1 mètre, fondue avec toutes les vraies croix de fer prises sur les cadavres des nazis. Et la fresque murale, bien sûr, du sol au plafond, toute une bataille. Nos soldats, en rang serré, qui déferlaient sur les Allemands comme une seule et même vague de courage et de force pour les chasser du sol sacré de la mère patrie, tous ces symboles de notre glorieuse défense nationale. Le plus spectaculaire, c'était la statue de Rodina Mat, la patrie, la construction la plus élevée de la ville. Un vrai chef-d'œuvre d'acier inoxydable qui culminait à 60 mètres au-dessus du pavé. C'est la dernière chose que j'ai vue de Kiev. Son bouclier et son épée levée dans un geste de triomphe éternel, ses yeux froids et brillants, ses yeux fixés sur nous,